Ben, dans exactement 4 jours, le 12 mai 2026, la capitale de l'Europe va complètement s'arrêter de tourner. Ouais, on s'entend que ça va être paralysé. Totalement. Des trains bloqués, des écoles fermées, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bruxelles. Puis tout ça, ben, c'est pas à cause d'un crash boursier ou d'une crise internationale imprévisible. Non, vraiment pas. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que le gouvernement veut changer les règles d'un système que les Belges considèrent comme fondamental, genre leur contrat social au complet. Et on parle du cœur institutionnel de l'Europe, là. C'est une mobilisation d'une ampleur vraiment historique. Exact. Fait aujourd'hui, on est le 8 mai 2026, puis pour comprendre ce qui s'en vient mardi prochain, on a plongé dans une véritable montagne de documents. Oh mon Dieu, oui! Des dizaines de tracts syndicaux, des analyses politiques super pointues. Ouais, des rapports économiques, une couverture médiatique belge exhaustive. Puis notre mission pour cette analyse approfondie, ben, c'est de faire la lumière sur un axe très précis. On veut tout savoir sur les revendications. Tout sur les revendications, exact. Qu'est-ce que ces manifestants-là exigent au juste? Puis pourquoi est-ce que ça ressemble à un point de non-retour? Bien, pour bien saisir, il faut absolument planter le décor. Au pouvoir en Belgique en ce moment, on a ce qu'on appelle la coalition Arizona. C'est un nom assez particulier pour la Belgique, tu sais. Ouais, c'est lié aux couleurs des partis. Dans le fond, c'est une alliance gouvernementale de 5 partis qui regroupe la NVA, le MR, les Engagés, Voreit puis le CDIV. OK. De faire passer des réformes socio-économiques drastiques. Leur argumentaire est purement comptable. C'est-à-dire? Mais la Belgique fait face à une dette publique qui menace d'atteindre 116,6 de son PIB d'ici 2029. Ouf, ouais. C'est énorme. Fait que face à ça, ils disent qu'il n'y a pas d'autre choix que de couper. Mais face à eux, il y a un mur, un front commun syndical historique qui ressemble les 3 grands syndicats du pays. La FGTB, la CSC puis la CGSLB. Exactement. Et ils sont rejoints par plus de 40 ONG puis associations de la société civile. Mais juste avant d'aller plus loin, je veux préciser une chose super importante. Oui, la neutralité. Ça me fait tout fait. Notre but ici, c'est pas de dire qui a tort ou qui a raison. Quand on touche à la politique puis aux acquis sociaux, ben les passions s'enflamment vite. C'est clair. Notre rôle, c'est d'exposer de manière purement impartiale les mécaniques derrière les arguments des deux camps. On veut que quiconque écoute puisse comprendre l'ampleur de ce bras de fer sans aucun filtre idéologique. C'est essentiel, oui, parce que les enjeux sont tellement complexes qu'on ne peut pas juste résumer ça à la droite contre la gauche. Non, c'est ça. On parle vraiment de la structure même de l'État-prévidence. Bon, d'accord. Décortiquons tout ça. Pour comprendre l'urgence absolue de ce 12 mai, faut pas juste regarder la journée de la manifestation. Non, faut regarder le lendemain. Voilà. Le 13 mai, le ministre Jean Jambon prévoit de soumettre au vote un projet de loi explosif sur la réforme des pensions. Puis la pièce maîtresse de ça, l'étincelle de la mobilisation, ben c'est le fameux malus pension. Le malus pension, c'est vraiment le cœur du réacteur de cette crise-là. Le gouvernement part d'un constat démographique qui est réel. La population vieillit, puis le ratio entre travailleurs actifs puis retraités diminue. Ça, c'est une réalité partout en Occident, tu sais. Exact. Fait que pour sauver le système de répartition, la coalition Arizona affirme qu'il faut forcer le maintien en l'emploi. Et leur outil pour ça, c'est un mécanisme punitif assez sévère. Très sévère, même. Ouais. Quiconque décide de prendre sa retraite avant l'âge légal de 67 ans subira une réduction permanente de sa pension, à moins de remplir 2 conditions cumulatives extrêmement strictes. Puis quand on regarde ces conditions-là dans les textes de loi, c'est là qu'on réalise la hauteur de la marche. Il faut avoir 35 années de carrière au compteur. 35 ans, Ouais. Et prouver qu'on a travaillé au moins 156 jours de travail effectifs par an. c'est énorme. Si on manque à l'appel de ces critères-là, ben la pénalité fait mal. Hein? On parle de jusqu'à 5 de réduction par année d'anticipation. Fait que ça s'accumule vite. Vraiment. Dans le pire des cas, ça veut dire amputer sa retraite de 25 puis ça pour le reste de ses jours. C'est un peu comme si, à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée d'un marathon, les organisateurs reculaient soudainement le fil d'arrivée de 10 km, Ouais, c'est une bonne image. tout en donnant des amendes financières à ceux qui ont juste plus de cartilage dans les genoux pour continuer, tu sais. Mais ce qui est fascinant ici, au-delà des chiffres, c'est le glissement philosophique. Historiquement, dans le modèle belge, la pension de retraite, c'est pas un cadeau, Non, c'est un droit. c'est un droit social inaliénable. On a cotisé, on y a droit. Avec cette réforme du malus, on assiste à un changement de paradigme profond. La pension est doucement transformée en une récompense méritocratique conditionnelle. Wow, OK.
On finance plus seulement un repos mérité, là. L'État s'en sert comme un outil de discipline pour le marché du travail. Puis c'est exactement ça qui met le feu aux poudres du côté syndical. Les manifestants exigent l'abandon pur et simple de ce malus-là. Bien, il y a une raison très spécifique à ça, non? Oui, parce que quand on regarde les statistiques de plus près, cette pénalité frappe de manière complètement inégale. Les tracts syndicaux démontrent que les premières victimes de la règle des 156 jours, ce sont les femmes. Ah, bien sûr. Parce que ce sont elles qui, statistiquement, ont des carrières hachées, qui prennent des temps partiels pour s'occuper des enfants ou des parents vieillissants. Sans compter les métiers pénibles. Exactement. Les travailleurs de la construction, de l'industrie, dont l'espérance de vie en bonne santé est bien en dessous de 67 ans. Le gouvernement tente de calmer le jeu en mettant en avant l'autre face de la médaille, c'est un bonus pension. La fameuse carotte. C'est ça. L'idée, c'est de donner une récompense financière à ceux qui travaillent plus longtemps que prévu, sauf que les syndicats n'achètent pas du tout cet argument-là. Pourquoi? Ils répondent que ce bonus, c'est un mirage, c'est une prime réservée à une poignée de privilégiés qui ont eu la chance incroyable de traverser 40 ans de carrière de façon parfaitement linéaire. Sans accroc? Oui, sans maladie grave, sans licenciement, sans accident de la vie. Pour le Front commun, c'est une politique qui laisse les plus vulnérables sur le bord du chemin de façon complètement systémique. Ce qui nous amène à une autre dimension cruciale. Si la fin de carrière est menacée par ce vote, la capacité à payer son épicerie aujourd'hui l'est tout autant. Oui, le portefeuille direct. Puis ça, c'est la deuxième grande revendication du 12 mai, la protection du pouvoir d'achat. Pour bien comprendre, je pense qu'il faut faire une petite parenthèse culturelle. Oui, vas-y. Pour quelqu'un qui écoute depuis l'Amérique du Nord, l'idée que son salaire augmente automatiquement pour suivre l'inflation, c'est presque de la science-fiction. Totalement impensable ici. Mais en Belgique, c'est une réalité institutionnelle. Oui, c'est ce qu'on appelle l'indexation automatique. C'est une particularité belge qui est presque unique au monde. Quand le coût de la vie augmente un certain pourcentage, les salaires, les pensions puis les allocations sociales augmentent mécaniquement du même pourcentage. C'est un bouclier anti-inflation intégré au système, dans le fond. Exactement. Sauf que pour le gouvernement Arizona, ce bouclier est devenu un boulet pour la compétitivité des entreprises belges sur le marché international. Les coûts salariaux augmentent plus vite que chez les pays voisins. Fait que la solution du gouvernement, c'est d'instaurer ce qu'ils appellent un saut d'index light ou le centime index. C'est quoi concrètement? Mais ils veulent plafonner cette indexation-là. Elle s'appliquerait à 100 % juste sur la tranche de salaire allant jusqu'à 4 000 € brut par mois, puis 2 000 € pour les allocations. OK. Au-delà de ces montants-là, on gèle l'indexation. Mais là, faut que je fasse l'avocat du diable. Je t'écoute. Quand je lis ça, ma première réaction, c'est de me dire plafonner à 4 000 €, ça semble cibler les gros salaires, non? Pourquoi est-ce que les représentants des travailleurs sont aussi furieux contre une mesure qui a l'air en surface de demander un effort aux plus riches? C'est une super bonne question, mais si on relie ça à la situation dans son ensemble, l'illusion d'optique se dissipe assez vite. Ah ouais? D'abord, il faut savoir que le salaire médian en Belgique frôle les 4 000 € bruts dans beaucoup de secteurs privés. Ah wow, OK. Fait que la barre des 4 000 ne touche pas les ultra-riches, là. Elle vient frapper la classe moyenne en plein torse. Si on perd ne serait-ce qu'une fraction de son indexation à chaque poussée inflationniste, sur une carrière de 40 ans, l'effet composé représente des milliers d'euros perdus pour un ménage ordinaire. C'est majeur. Mais l'argument syndical va beaucoup plus loin que le salaire net. C'est là qu'intervient le concept fondamental de salaire différé. Ah oui. Prenons le temps de bien expliquer ça parce que c'est un concept qui change complètement la perspective. On a souvent l'habitude de voir notre salaire brut, puis de se dire, c'est mon argent, puis après le gouvernement me taxe. C'est exactement ça. Mais dans la pensée syndicale, les cotisations sociales, c'est pas des impôts ou des taxes. C'est littéralement du salaire. Du salaire qu'on met de côté, genre? Exact. C'est de l'argent gagné par le travailleur, mais qui est mis en commun dans une immense caisse d'épargne collective. Et ça sert à financer les hôpitaux, les écoles, l'assurance chômage puis les retraites. C'est ça, le salaire différé. Fait que quand le gouvernement décide de désindexer une partie des salaires... Il fait pas juste réduire la paye à la fin du mois. Il assèche mécaniquement les rentrées de cotisations sociales. Ah, je vois. Les syndicats voient ça comme une stratégie détournée pour affamer les services publics et la sécurité sociale à long terme. C'est une mécanique implacable, quand on la regarde sous cet angle-là.
Et le tout dans un contexte où la précarité énergétique a explosé. Oh oui, les factures d'énergie sont folles. Fait que les manifestants demandent pas juste qu'on touche pas à l'index, ils exigent des mesures structurelles. Ils veulent le maintien de la TVA à 6 % sur les biens de première nécessité. Puis un vrai blocage des prix de l'énergie. Exact. Les tracts syndicaux sont remplis de colère face au contraste entre l'inflation qui écrase les ménages puis les profits records enregistrés par certaines grandes entreprises énergétiques ou de grande distribution. Et cette colère-là, elle déborde largement du cadre de la fiche de paye. L'argent, c'est une chose, mais il y a aussi le corps, la fatigue, le temps. Ouais. La troisième grande revendication de ce 12 mai s'attaque directement aux conditions dans lesquelles le travail est effectué, avec une contestation féroce de la flexibilité à outrance, puis de ce qu'ils nomment la chasse aux malades. C'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce que l'accord du gouvernement Arizona modifie l'ADN même du quotidien au travail. Comment ça? Prenons un exemple concret tiré des documents de notre dossier, le travail de nuit. Dans le secteur de la distribution, le gouvernement veut que le travail de nuit commence officiellement à minuit, au lieu de 20 heures. OK. En apparence, c'est juste un ajustement d'horaire, non? En apparence, oui. Dans la réalité, non. Ça veut dire que toutes les heures travaillées entre 20 heures puis minuit donnent plus droit aux primes de nuit. Aïe, aïe. Pour des milliers de travailleurs de la logistique, ça représente une perte sèche qui peut aller jusqu'à 400 € par mois. 400 €, wow, c'est énorme. Et la flexibilisation ne s'arrête pas là, tu sais. L'accord permet aux employeurs de demander jusqu'à 360 heures supplémentaires dites volontaires par an, sans avoir à payer de sursalaire. Sans sursalaire? Oui. Ils introduisent aussi l'annualisation du temps de travail. L'objectif gouvernemental avoué, c'est de donner aux entreprises la souplesse dont elles ont besoin pour s'adapter aux fluctuations économiques mondiales. Mais pour la personne sur le plancher, c'est une toute autre histoire. En lisant ça, j'avais l'impression de voir une tentative de transformer le contrat de travail standard en un modèle complètement à la carte. Ouais, comme une gig économie légalisée. C'est presque comme le fonctionnement d'une application de covoiturage, genre Uber. L'employeur met la main-d'œuvre sur le bouton « Avance rapide » pendant les pics d'activité avec des heures supplémentaires annualisées, puis après, il appuie sur « Pause » quand les affaires ralentissent. Exactement. Le risque financier puis la gestion de l'imprévisibilité sont transférés des épaules de l'entreprise vers celles du travailleur. Comment tu organises ta vie de famille, la garde des enfants, quand le règne devient un concept élastique de même? C'est pratiquement impossible. Et ce qui inquiète particulièrement le Front commun, c'est que cette précarisation s'accompagne d'un durcissement pénalisant pour ceux qui finissent par craquer. Moi, les malades. Le gouvernement prévoit de limiter les allocations de chômage dans le temps avec un plafond strict de 2 ans. En parallèle, ils instaurent des contrôles médicaux renforcés. Ce que les syndicats appellent des contrôles médicaux comptables, c'est ça? Tout à fait. C'est pour forcer les malades de longue durée à retourner sur le marché de l'emploi dans le but de gonfler les statistiques du taux d'emploi global. Et c'est quoi le mécanisme derrière ça? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent cette approche précise? Ce qu'on observe en arrière-plan, c'est la transition d'un modèle d'assurance vers un modèle d'assistance. Le système belge a été construit sur une logique d'assurance collective. On cotise tous pour avoir un filet de sécurité le jour où ça va mal. C'est ça. Or, le nouveau modèle individualise le risque. Les syndicats accusent le gouvernement de blâmer l'individu. Le chômeur est perçu comme paresseux, le malade comme un profiteur potentiel. Plutôt que s'attaquer aux vraies causes. Exact. Si les maladies de longue durée explosent, c'est pas parce que les gens simulent. C'est à cause de la pression au travail, des cadences infernales, du manque de sens puis de la perte d'autonomie. Fait que les revendications du 12 mai sur ce volet-là sont super directes. Ils veulent l'arrêt immédiat de la dégradation des conditions au travail. Puis la fin de la suspicion institutionnelle envers les personnes inactives. Voilà. Ils réclament de l'accompagnement, des aménagements de poste, de la formation, au lieu d'une politique de sanctions puis de coupure de vivres. Ce qui nous amène au grand éléphant dans la pièce, là. Si on résume la situation, on coupe dans les futures pensions, on rogne sur l'indexation des salaires, on durcit l'accès au chômage, puis on compresse les conditions de travail. C'est une offensive sur tous les fronts. La question fondamentale qui relie tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi cette urgence de trancher dans le vif du modèle social? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? D'où vient ce besoin impérieux d'austérité? Puis surtout, qui doit payer la facture? Ouais. C'est la 4e revendication, puis c'est assurément la plus politique puis existentielle de toute cette mobilisation.
On sort du droit du travail pour entrer dans les vrais choix de société. L'enjeu macroéconomique est massif, là. Le narratif du gouvernement Arizona est basé sur un impératif comptable. Il faut trouver 23,3 milliards d'euros d'ici 2029. 23 milliards, c'est pas rien. Et c'est pas un chiffre sorti de nulle part. C'est la pression combinée des nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne puis des menaces des agences de notation financière, comme Moody's. OK, comment ça marche concrètement? Pour expliquer rapidement, si une agence comme Moody's dégrade la note de la dette souveraine de la Belgique, les taux d'intérêt explosent. Ouch. Le pays devra payer beaucoup plus cher juste pour emprunter de l'argent sur les marchés. Le gouvernement estime que s'il ne montre pas patte blanche en réduisant les dépenses sociales, le pays court à la faillite. Mais le récit syndical refuse complètement cette fatalité-là. Il nie pas l'existence du déficit, mais il conteste violemment la méthode pour le combler. Ils disent que l'effort est asymétrique. Complètement asymétrique. On demande à la classe moyenne puis aux travailleurs précaires de saigner tout en épargnant les grandes fortunes puis le capital. C'est le nœud du problème. En fait, c'est fascinant quand on y pense. Les dizaines de milliers de personnes qui vont marcher vers la gare du Midi ne réclament pas juste un petit 50 € de plus sur la paye. Ils contestent littéralement le grand livre de compte de l'État. Tout à fait. Les revendications fiscales du Front commun, qui sont d'ailleurs appuyées par des partis d'opposition de gauche comme le PTB puis le Parti socialiste, elles se concentrent sur la justice fiscale. Ils veulent taxer les riches, en gros. Ils exigent la mise en place d'une véritable taxe sur les millionnaires, une taxation juste du grand patrimoine. Les sources que nous avons épluchées martèlent un chiffre impressionnant. Ah oui, lequel? Chaque année, les entreprises en Belgique bénéficient de près de 52 milliards d'euros sous forme de subsides publics, de réduction d'impôts puis d'exemption de cotisations patronales. 52 milliards. Pour les manifestants, l'argent pour combler le trou de 23 milliards, il est là. Et ça va même au-delà de la taxation interne. Ils pointent du doigt les choix idéologiques dans les dépenses de l'État. Dans nos documents, on voit que le gouvernement ampute de 25 % le budget alloué à la solidarité internationale. Ah, c'est pour ça les ONG. Exact. C'est ce qui explique pourquoi on retrouve des ONG majeures comme le CNCD 11.11.11 au cœur d'une manifestation qui à la base semblait être purement syndicale. C'est logique. Et en même temps qu'ils coupent dans l'aide au développement puis les budgets sociaux, l'État belge augmente massivement ses dépenses militaires, notamment avec l'achat d'avions de chasse F-35 qui coûtent des milliards. Cela soulève une question importante sur la nature même de l'événement du 12 mai. On n'est plus du tout dans une simple grève sectorielle où les cheminots ou les métallurgistes négocient une convention collective. Non, c'était beaucoup plus large. La composition de la manifestation est super révélatrice. On y trouve des ouvriers, des infirmières, mais aussi des étudiants, des collectifs citoyens. Des artistes, des associations féministes, puis même des magistrats, tiens. C'est une coalition extrêmement hétéroclite. C'est l'ensemble de la société civile qui s'invite à la table. Et ça prouve à quel point le débat s'est élargi, c'est devenu un vrai référendum populaire sur l'avenir du pays. On a deux visions du monde qui se percutent de plein fouet. Comment tu les résumerais? D'un côté, tu as la logique gouvernementale qui priorise l'assainissement budgétaire, la flexibilité puis la rigueur pour calmer les marchés financiers puis s'inscrire dans le cadre européen. Et de l'autre? De l'autre côté, c'est une défense acharnée d'un modèle bâti au fil des décennies sur l'idée de solidarité inconditionnelle, de protection face aux aléas de la vie, de justice fiscale puis de redistribution des richesses. Fait que pour résumer tout ça, la paralysie annoncée de Bruxelles le 12 mai 2026 n'a rien d'un soubresaut de lutine. C'est une collision frontale à moins de 24 heures d'un vote législatif décisif. Une collision entre des visions fondamentalement incompatibles de ce que devrait être l'État. En train d'être réécrit, mais une grande partie de la population refuse de signer les nouvelles clauses. Ce qui est particulièrement marquant dans un contexte global, c'est que la Belgique a toujours eu la réputation d'être le laboratoire par excellence du compromis social en Europe. Ouais, c'est vrai. C'est un pays qui a institutionnalisé le dialogue entre le patronat et les syndicats d'une manière très, très profonde. Mais si une fracture sociale de cette ampleur-là, avec une telle incapacité à s'entendre, s'installe durablement dans le pays, même du compromis, qu'est-ce que ça présage pour l'avenir des autres démocraties occidentales? C'est une excellente question. On s'entend que la plupart des pays devront très bientôt affronter exactement les mêmes tempêtes. Le vieillissement accéléré de leur population, des systèmes de retraite sous pression, puis des montagnes de dettes souveraines.
est-ce que le dialogue social traditionnel, qui est basé sur la négociation puis l'équilibre, est tout simplement en train de vivre ses dernières heures face à l'intransigeance comptable? C'est une réflexion assez troublante qu'il faudra garder en tête en observant la marée humaine dans les rues de Bruxelles ce 12 mai. OK, on va décortiquer ça. Imaginons un instant une colocation complètement toxique. Tu sais, pour payer le loyer puis l'épicerie. Le genre de situation de cauchemar où personne veut faire de compromis. C'est exactement ça. L'un des colocataires veut absolument utiliser tout l'argent commun pour rembourser les dettes de la maison. Oui. Puis l'autre refuse catégoriquement de payer une seule scène de plus pour la nourriture. Ça dégénère à un point tel que c'est le propriétaire de l'immeuble qui doit carrément venir cogner à la porte. Pour les forcer à s'entendre, genre. Fait que si on remplace ces colocataires-là par les plus hauts dirigeants d'un pays, puis le propriétaire par le roi en personne, C'est la Belgique. bien, c'est exactement ce qui se passe en Belgique en ce moment. Notre sujet aujourd'hui pour notre public, c'est la situation politique incandescente du mois de mai 2026. On a plongé dans un rapport exhaustif qui s'intitule « Bilan coalition Arizona, tension et rupture ». Un gros document. Ouais, vraiment. Le but, c'est de comprendre comment un gouvernement inédit se retrouve aujourd'hui carrément au bord du gouffre, autant sur le plan institutionnel que social. Puis, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, il est absolument crucial de faire une petite mise au point pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, très important. Les documents qu'on examine aujourd'hui abordent des questions politiques qui sont hautement polarisantes. Dans Poteau, on parle de mesures d'austérité assez sévères, poussées par la droite. Puis de l'autre côté, des grèves menées par la gauche marxiste. Exactement. Un climat quasi insurrectionnel. Fait qu'il doit être explicitement clair que notre exploration ne prend aucunement parti. On n'est pas ici pour endosser une idéologie ou juger qui a raison. Non, pas du tout. L'objectif, c'est uniquement de rapporter fidèlement les faits, les dynamiques puis les arguments tels qu'ils sont présentés dans nos sources. Sans aucun biais. C'est dit. Puis c'est bien de le garder en tête parce que le défi belge qu'on analyse, bien, il est fascinant. Comment un pays peut-il fonctionner quand ses propres dirigeants semblent jouer au bras de fer en permanence? C'est la grande question. Pour comprendre le chaos dans les rues, il faut d'abord regarder la dynamique tout au sommet. Le problème de ce gouvernement-là ne vient pas de l'opposition. Son pire ennemi est à l'intérieur même du gouvernement. Mais, petite parenthèse, la coalition Arizona, pourquoi on appelle ça de même? Bien, c'est basé sur les couleurs des partis politiques. En Belgique, on donne souvent des noms de drapeaux aux coalitions. Fait que là, on a le bleu des libéraux, le jaune des nationalistes flamands, l'orange des centristes, puis le rouge des socialistes flamands. Fait que bleu, jaune, orange, rouge, comme le drapeau de l'État de l'Arizona. C'est ça. Puis c'est une alliance qui penche quand même très nettement à droite. Et au cœur de cette coalition, on a un conflit majeur entre deux figures dominantes. Barbe de Wever, puis Georges-Louis Boucher. Ouais. D'un côté, la NVA, avec Bart de Wever, le premier ministre, lui, il est complètement obsédé par le redressement budgétaire. Il veut couper. Il veut couper. Puis de l'autre côté, on a le MR, les libéraux, dirigés par Georges-Louis Boucher, qui, lui, a une seule ligne rouge. Zéro nouvelle taxe. Aucune nouvelle taxe. Fait que ça crée une paralysie au sommet de l'État. L'anecdote la plus frappante dans le rapport, c'est la crise sur les prix de l'énergie en avril. Ah oui, le fameux blocage. Le blocage a été tellement total que le roi Philippe a dû intervenir exceptionnellement. Le roi du sang mêlé. Ouais, il a dû faire pression sur le président du MR en coulisses. C'est du jamais vu pour un détail budgétaire. C'est comme le proprio qui vient cogner à la porte des colocs, mais ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre pourquoi Boucher bloque tout. Il fait pas juste ça pour être désagréable. Non, c'est ultra calculé. Si on regarde les sondages, cette intransigeance-là a rendu Boucher extrêmement populaire en Wallonie. Les gens aiment ça. Son électorat valide cette posture. Fait que faire un compromis interne, accepter une taxe, ce serait politiquement suicidaire pour lui. Mais là, on a parlé de la droite. Mais qu'est-ce qui se passe avec les socialistes flamands, le parti Fo-Right? Eux, ils sont la seule caution de gauche là-dedans. C'est un vrai cauchemar pour eux. Ils gèrent le ministère de la Santé. Et là, le rapport mentionne une bombe à retardement monumentale. Les malades de longue durée, tu sais. Exact. On parle de 600 000 malades de longue durée prévus pour 2026. Ça coûte une fortune et la droite exige des contrôles hyper sévères pour forcer ces gens-là à retourner au travail. Puis les socialistes sont pognés pour appliquer ça. C'est ça. Ils se font accuser par l'opposition de faire tourner une machine à broyer les gens. C'est un malaise profond. Fait que cette paralysie interne, elle empêche de régler le plus gros dossier du pays, le budget. Parce qu'on s'entend, l'Europe ne niaise pas avec ça.
Vraiment pas. La Commission européenne a mis la Belgique sous pression pour déficit excessif. On parle d'un effort titanesque de 9,2 milliards d'ici 2029. 9,2 milliards, c'est énorme. Puis juste pour mai 2026, il y a un trou urgent de 3 à 4 milliards à trouver. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Comment un gouvernement qui capote sur la rigueur budgétaire peut se tirer une balle dans le pied avec la fameuse réforme de la TVA? Ah, le naufrage devant le Conseil d'État, c'est une histoire incroyable. Raconte-nous l'anecdote de la musique classique, parce que j'en revenais pas quand j'ai lu ça. Bien, le gouvernement a essayé de faire une réforme de la TVA. Ils ont dit, OK, pour la musique classique puis l'opéra, on va garder la taxe à 6 Parce que c'est intellectuellement actif, genre. C'est exactement leur argument. Mais pour les concerts de pop puis de rock, la taxe passe à 12 Sous prétexte que c'est de la consommation passive. Ben voyons donc. C'est ce qu'ils ont essayé de faire passer et les magistrats du Conseil d'État ont complètement ridiculisé cette tentative. J'imagine. Ils ont dit que ça n'avait aucune base légale ou objective. On peut pas taxer un fan de rock le double d'un fan de Mozart sans justification solide. Fait que si on a annulé la réforme, puis ça a créé une erreur de calcul d'un demi-milliard d'euros du jour au lendemain, c'est un fiasco total. Un fiasco qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Il faut mentionner le sommet d'Alden-Beizen puis le spectre du fameux rapport Draghi. Ouais, le rapport sur la compétitivité européenne. Exactement. Le gouvernement belge fait face à un dilemme. Appliquer une thérapie de choc pour rester compétitif face à la Chine puis aux États-Unis, tout en évitant de cracher sa propre économie dans une récession. Du de son pays capable de générer des revenus avec des réformes fiscales à cause de Boucher puis du Conseil d'État, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent. Ils sabrent dans les dépenses sociales. C'est l'effet domino du démantèlement social. Fait que là, on arrive à la limitation des allocations de chômage à 24 ans. C'est la mesure fort. L'impact direct, c'est que 25 000 personnes sont exclues du chômage à Bruxelles seulement au début de 2026. Mais ces 25 000 personnes-là, elles disparaissent pas. Si elles ne trouvent pas de job, elles tombent à la charge de l'aide sociale locale, ce qu'on appelle les CPOS là-bas, Les centres publics d'action sociale, oui. qui sont gérés par les municipalités. C'est là que je trouve ça fou. C'est comme si une grande entreprise se vantait d'avoir réduit ses dépenses, mais en fait, elle a juste forcé ses petits franchisés locaux à payer ses factures à sa place. C'est une excellente analogie. C'est un tour de passe-passe comptable. Le gouvernement fédéral transfère la misère vers les communes, puis ces communes-là n'ont pas l'argent pour absorber ce choc-là. Ça crée une asphyxie financière locale incroyable. Est-ce que c'est vraiment une politique de retour à l'emploi ou juste de l'aveuglement volontaire? Cela soulève une question importante sur l'approche du fédéral, parce qu'ils ont même mis en place un système de bonus-malus. Ah oui, explique ça. C'est très punitif. Ben, le gouvernement fédéral dit au CPAS, si vous ne remettez pas ces gens-là au travail, on vous coupe encore plus de financement. Ça fait qu'ils pénalisent les municipalités qui sont déjà en train de couler à cause de leurs propres décisions. Exactement. Et ça ne s'arrête pas au chômage. Il y a aussi les retraites. Ils ont instauré un malus pension pour les départs anticipés. Ouais, puis ils ont changé les règles de calcul de carrière. Ce qui ferait qui en premier, à ton avis? Les femmes, très majoritairement. Ben oui, parce qu'elles ont souvent des carrières plus fragmentées. C'est vraiment l'érosion de la sécurité des travailleurs, pendant qu'on offre plus de flexibilité au patronat. C'est une redéfinition du contrat social belge. L'État se désengage du volet social, mais en même temps, il essaie de réaffirmer son autorité sur le régalien. La sécurité puis l'armée. Voilà. Le virage sécuritaire, il prévoit une fusion drastique des zones de police. Passer de 176 à une soixantaine de zones. Puis la question de la nationalité, ça aussi, ça m'a fait sursauter. Le prix passe de 150 à 1000 euros. C'est une barrière financière assumée. Sans parler de l'injection de 34 milliards dans la défense. Fait qu'on coupe dans le chômage pour financer l'armée. C'est un choix de société clair. Mais même dans leurs dossiers prioritaires, comme l'énergie, ils font face à un mur. Le fameux mirage énergétique. Le gouvernement veut prolonger l'exploitation des vieux réacteurs nucléaires avec l'entreprise Engie. Puis le PDG d'Engie sort dans les médias pour dire que le plan du gouvernement belge n'est tout simplement pas sérieux. C'est quand même gênant. Et pendant qu'ils négocient dans le vide, la réalité physique les rattrape. Le réacteur d'OL1 s'éteint tout seul de vieillesse en février 2026. Ça s'invente pas. Puis ça illustre bien la paralysie fédérale. L'ironie est frappante ici. On veut projeter l'image d'un État fort qui gère la police,
puis des alliances mondiales. Mais en interne, c'est le chaos total du fédéralisme. Le comité de concertation, qui est censé gérer les relations entre le fédéral et les régions, est complètement inopérant. Tellement inopérant qu'il a fallu 613 jours pour former un gouvernement juste à Bruxelles. 613 jours absurdes de blocage. Presque 2 ans pour nommer les responsables de sa propre capitale. Comment tu veux projeter un État fort avec ça? Bien, il faut se rappeler d'une chose cruciale. Cette paralysie institutionnelle-là, c'est potentiellement le but non avoué de la NVA. Ah, la stratégie à long terme. Le parti de Bart de Wever, un parti nationaliste flamand. Leur objectif, c'est de vider l'État fédéral de sa substance au profit des régions. Fait que si le gouvernement central a l'air incompétent, ça sert leur narratif. Exactement. Plus la machine fédérale bloque, plus ils peuvent dire à leurs électeurs qu'il faut transférer les pouvoirs à la Flandre. Mais c'est dangereux de jouer avec le feu comme ça, parce que l'addition de l'austérité sociale puis du blocage, ça reste pas confiné dans les bureaux, ça explose dans la rue. C'est la poudrière du printemps 2026. On décrit vraiment un climat insurrectionnel. Les grèves, les barrages filtrants sur les routes. Il y a eu la grande manifestation du 12 mars. Et la menace d'un blocage physique total du pays prévu pour le 12 mai. Les syndicats ne veulent plus juste négocier, ils veulent paralyser l'économie. Ce qui me fascine, c'est comment les actions de la coalition Arizona produisent exactement l'effet inverse de leur mission d'unité. Tout à fait. Les mesures d'austérité qui devaient sauver la structure de l'État sont en train de fracturer le pays en deux camps qui ne se parlent plus pantoute. Et on le voit de façon spectaculaire dans les sondages. Le grand baromètre montre une bipolarisation extrême. Raconte-nous ça, la carte électorale coupée en deux. D'un côté, en Flandre, la NVA de De Wever domine complètement avec 26,3 %. Son image de fermeté paie. Puis de l'autre côté, le séisme à Bruxelles et en Wallonie, la poussée historique de la gauche radicale. Le PTB, Oui, le Parti du travail de Belgique, d'obédience marxiste, culmine autour de 17 ou 18 %. il s'empare de toute la colère urbaine. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est un danger mortel pour les partis centristes de la coalition. Ils sont pris en étau. Complètement. Ils doivent avaler des couleuvres sécuritaires pour plaire à la Flandre, mais ils voient leur base électorale francophone se faire siphonner par l'extrême gauche en réponse aux coupes sociales. Fait que s'ils restent, ils perdent leurs électeurs, puis s'ils partent, le gouvernement tombe. C'est l'impasse. C'est ça. Pour synthétiser la situation, on peut dire que la coalition Arizona en mai 2026 est sous perfusion. C'est un gouvernement de gestion de crise au jour le jour. Paralysé par ses propres membres et cerné par un mouvement social qui a opté pour le blocage physique. Les grèves du 12 mai, ça s'annonce comme le test ultime avant de potentielles élections anticipées. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au final? Ça veut dire qu'on regarde un système qui arrive à ses limites. Au-delà des milliards qui manquent puis des réformes chocs, ce document-là nous dresse le portrait d'un modèle politique qui est complètement à bout de souffle. C'est le constat le plus lourd. Et ça nous amène à une réflexion plus profonde, à méditer pour ceux qui nous écoutent. Si la structure même du fédéralisme belge transforme chaque réforme indispensable en un engrenage d'épuisement social puis d'inertie, ben la vraie question des prochaines élections ne sera peut-être pas de savoir qui gouvernera la Belgique, mais de savoir si la Belgique, dans sa forme actuelle, est encore capable d'être gouvernée. Bienvenue à Deux Debates. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation politique et économique qui est d'une complexité assez fascinante tirée directement de nos documents sources. Ouais, une situation, disons, très tendue. Exactement. Pour vous mettre en contexte, imaginez un patient sur une table d'opération, il est en pleine hémorragie, puis pendant ce temps-là, les chirurgiens se disputent sur la méthode pour suturer. Pendant que les infirmières, qui sont complètement à bout de nerfs, menacent de fermer l'hôpital. C'est ça, c'est exactement l'image. C'est pas mal le portrait de la Belgique en ce moment, en ce mois de mai 2026. C'est une image forte, je vous l'accorde. Mais honnêtement, elle est vraiment pas exagérée. Le vrai débat, la question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ce fameux patient va survivre à l'opération ou s'il va se réveiller complètement paralysé, qu'on appelle la coalition Arizona. Ça fait presque 2 ans depuis les élections de 2024, puis le gouvernement du premier ministre Bart de Wever est, coincé entre l'arbre et l'écorce. Très coincé. D'un côté, il y a la procédure européenne pour déficit excessif qui leur tombe dessus, puis de l'autre, un climat social qui frôle, dit l'insurrection. Oui, le mot est pas trop fort.
Donc, le cœur de notre discussion, ça tourne autour de cette fameuse thérapie de choc imposée par l'Arizona. La question, c'est de savoir si c'est un redressement macroéconomique douloureux, oui, mais absolument indispensable pour sauver un État au bord du gouffre financier, ou bien est-ce qu'on parle plutôt d'un démantèlement idéologique, presque punitif, du filet social qui précipite le pays vers une paralysie institutionnelle totale? C'est ce que je vais défendre aujourd'hui. Mon point, c'est que cette approche austéritaire est profondément asymétrique, qu'elle étouffe les pouvoirs locaux, puis qu'elle crée une polarisation politique tellement extrême qu'elle rend la Belgique, au final, ingouvernable. Puis, de mon côté, je vois soutenir l'idée que face à l'intransigeance des chiffres et aux exigences de l'Europe, les réformes de l'Arizona, même si elles sont imparfaites, ben, c'est l'unique voie. C'est la seule façon de rationaliser un appareil d'État qui est devenu complètement ankylosé avec le temps. Eh bien, je suis prêt à vous entendre là-dessus. Parfait. Plongeons dans les chiffres, parce que dans le fond, c'est là que tout commence. Ma position s'appuie sur une réalité macroéconomique qui est juste implacable. Les documents sources sont très transparents là-dessus. La Belgique affiche une dette publique de 85,6 de son PIB. Ouais. Et un déficit de 3,7 Concrètement, ça veut dire que pour satisfaire la Commission européenne, le gouvernement n'a pas le choix. Il doit trouver 9,2 milliards d'euros d'ici 2029. C'est une somme, c'est sûr. C'est gigantesque. Pour nos auditeurs, il faut vraiment saisir l'ampleur de ça. On ne parle pas juste de couper un peu dans le gras, là, il faut couper dans l'os. Puis quand on regarde la structure de l'État, on voit des inefficacités systémiques qui justifient une action aussi radicale. Des inefficacités systémiques, c'est un terme très clinique pour parler de la vie des gens, vous trouvez pas? Je comprends, mais c'est la réalité mathématique. On parle ici de près de 600 000 personnes en congé de maladie de longue durée. 600 000. Le coût potentiel pour la sécurité sociale atteint les 18 milliards d'euros. Ouais. À ça, vous ajoutez un taux d'absentéisme quotidien de 9 sur le marché du travail. Fait que quand la coalition Arizona met en place des mesures, comme limiter le chômage dans le temps ou offrir un bonus pour ceux qui repoussent leur pension, c'est pas pour punir, c'est de l'activation. C'est pour responsabiliser un marché du travail qui sinon va juste s'effondrer sous son propre poids. Je suis certaine de ça. Écoutez, en théorie, ça a de l'allure. Sur papier, on peut toujours justifier l'austérité en brandissant l'urgence des chiffres, tu sais. Mais je suis désolé, j'achète pas du tout ce narratif de la fameuse gestion rigoureuse. Ah non! Non, pas du tout. Laissez-moi vous expliquer. Quand on descend de ce sommet technocratique pour regarder les faits sur le terrain, c'est pas un redressement, c'est un bricolage politique cynique qui met tout le fardeau sur le dos des plus vulnérables. Et le pire, le vrai paradoxe, c'est que ça échoue même sur le plan budgétaire. Attendez, vous dites qu'ils échouent budgétairement alors que tout leur programme est basé sur la réduction du déficit? Absolument. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au sommet de l'État en ce moment. C'est la paralysie complète. On a un affrontement constant entre le premier ministre De Wever, qui représente la droite nationaliste flamande de la NVA, et Georges-Louis Boucher, le leader de la droite libérale francophone du MR. Leurs visions sont différentes, ça c'est clair. Coulisses pour débloquer les négociations. Un gouvernement qui doit appeler le monarque à la rescousse pour régler des disputes comptables, c'est pas un gouvernement qui rationalise, c'est un gouvernement en pleine crise existentielle. C'est sûr que la mécanique politique est laborieuse. T'sais, les coalitions belges, c'est notoirement complexe, mais si on se penche sur le budget de 2,7 milliards d'euros prévu pour 2026, ben on voit quand même une direction claire. Une direction, oui, mais vers où? Au lieu de voir l'État comme une entité chaotique, moi, je le vois plutôt comme un moteur industriel complexe. T'sais. Pendant des années, les courroies tiraient toutes dans des directions opposées. Ce que l'Arizona essaie de faire, c'est de réaligner ces courroies-là. Ils ont posé des jalons super concrets. Comme quoi, mettons? Bien, par exemple, l'obligation de la facturation électronique en B2B pour écraser l'évasion fiscale, et ça dès septembre 2026. Ils ont aussi plafonné les avantages en nature à 20 du salaire brut. Ça corrige une aberration fiscale historique en Belgique. Et puis, ils ont instauré une taxe de 10 sur les plus-values financières avec une franchise de 10 000 € pour protéger les petits épargnants. C'est pas juste des coupes, ce sont des mécanismes clairs pour générer des revenus. Je veux bien filer votre métaphore du motard, mais le problème, c'est que les mécaniciens de l'Arizona viennent de faire exploser une pièce maîtresse en pleine autoroute.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous parlez de jalons concrets puis de revenus. Parlons un peu du naufrage monumental de leur réforme de la TVA. C'est l'exemple parfait de l'absurdité de leur méthode. Vous faites référence à la saga sur les produits culturels, je suppose. Exactement. Le gouvernement, dans sa grande quête de rationalisation, a voulu revoir les taux de TVA. Ils ont essayé d'imposer une taxe de 6 % sur la musique classique en la qualifiant d'art actif, mais en même temps, ils voulaient taxer les concerts pop ou rock à 12 % sous prétexte que ce serait de la consommation passive. Oui, c'est... Je veux dire, comment un législateur peut justifier qu'écouter du Mozart, c'est actif, mais écouter du rock, c'est passif? Oui, je vous accorde que la distinction était malhabile. On s'entend là-dessus. Malhabile. Le Conseil d'État l'a littéralement ridiculisé. Ils ont jugé que ces distinctions étaient arbitraires et sans aucun fondement juridique. Le texte a été recadré, purement et simplement. C'est un revers, c'est vrai. Un revers qui a des conséquences graves. Le résultat de cette incompétence technique, c'est un trou béant d'un demi-milliard d'euros dans un budget qui venait d'être voté. Et aujourd'hui, le comité de monitoring, l'organe qui surveille les finances de l'État, nous annonce qu'il manque d'urgence entre 3 et 4 milliards d'euros supplémentaires. C'est pas ça, réaligner les pourrois d'un moteur. C'est de l'improvisation qui coûte des milliards. Je concerne que l'épisode de la TVA était un gâchis juridique, mais pour comprendre l'intention derrière, le gouvernement essayait de déplacer la pression fiscale du travail vers la consommation. Et ça, c'est une recommandation que le FMI et l'OCDE font à la Belgique depuis des années. C'est peut-être la recommandation, mais l'exécution est catastrophique. Peut-être, mais si le gouvernement est bloqué sur ses tentatives de lever de nouvelles recettes fiscales, la question devient purement mathématique. Où est-ce qu'ils vont trouver les milliards exigés par l'Europe? Et voilà, c'est exactement là que le bât blesse. C'est le cœur du problème. Puisque la coalition Arizona est paralysée par ses propres contradictions internes sur la fiscalité, comment est-ce qu'elle compense? En réduisant les dépenses. En frappant agressivement dans le filet social, oui. C'est un jeu de chaises musicales juridictionnelles assez typique. Prenons le mécanisme de la réforme du chômage. L'État fédéral décide de limiter les allocations de chômage à 24 mois. Rien qu'à Bruxelles, dès janvier 2026, ça veut dire que 25 000 personnes perdent leurs droits. Mais l'idée, dans le fond, c'est de les inciter à retourner sur le marché du travail, non? On veut activer ces gens-là? Sauf qu'on ne crée pas magiquement de l'emploi dans une conjoncture européenne qui tourne au ralenti, juste en coupant les vivres aux gens. Ce qui se passe concrètement sur le terrain, c'est que ces 25 000 citoyens qui sont expulsés du système fédéral, ils basculent vers le palier inférieur. Vers les municipalités. Exact. Vers l'aide sociale des communes, les fameux CPAS. Le fédéral assainit ses propres livres comptables en pelletant la misère dans la cour des municipalités qui, sont déjà financièrement asphyxiées. C'est un effet collatéral, c'est vrai. Mais les communes reçoivent aussi du financement pour gérer ça. Pire que ça, l'État fédéral a ensuite l'audace d'imposer un système de bonus-malus à ces mêmes communes. Si les centres locaux n'arrivent pas à réintégrer ces personnes sur le marché du travail, le fédéral les sanctionne financièrement. C'est punitif du début à la fin. Ouais. Le travail de Belgique, le PTB, dénonce qu'on assiste à un transfert massif de 15 milliards d'euros des salaires vers les profits. C'est exactement ce qu'il cible. C'est cette injustice fondamentale qui met le feu aux poudres et qui explique la colère menant aux grèves générales du 12 mai 2026. Écoutez, je comprends très bien l'argument de la pression transférée aux municipalités. C'est une tension fédérale-locale assez classique qu'on observe dans beaucoup d'États décentralisés. Mais je dois m'inscrire en faux contre l'utilisation systématique du terme punitif. Ah oui? Oui. Regardons les choses sous l'angle de la responsabilisation, particulièrement sur la question des pensions. Vous parlez d'un système qui frappe les citoyens, mais est-ce que vous avez analysé la mécanique du nouveau bonus pension? Je l'ai analysé en profondeur, oui, puis je vois surtout les pièges là-dedans. Attendez, laissez-moi exposer le mécanisme incitatif d'abord. Le gouvernement offre une augmentation qui est très attrayante, de 2 à 5 % de plus sur la pension par année de repart de la retraite. Les 5 % s'appliquent spécifiquement aux travailleurs nés après 1973. C'est pas une punition, ça. C'est une architecture positive qui est conçue pour récompenser concrètement ceux qui prolongent leur carrière. Puis ça, c'est incontournable avec le vieillissement de la population. Vous mettez le projecteur sur le bonus et c'est de bonne guerre, mais c'est l'arbre qui cache la forêt du malus. L'architecture globale est tout sauf positive. Face à la fronde sociale, ils ont dû repousser tactiquement l'entrée en vigueur de leur fameux malus à 2027. Oui, pour donner du temps au système. Mais la loi est déjà écrite. Tout départ anticipé, sans pouvoir justifier de 35 années de carrière effective, va être lourdement pénalisé.
Et vous savez comment fonctionne ce système dans la réalité, hein? Ça cible les carrières incomplètes. Ça fait que les périodes dites assimilées, comme le chômage de longue durée ou certains congés de maladie, ça ne comptera presque plus. Ben, c'est justement pour valoriser le travail effectif. Mais regardez qui ça frappe dans la vraie vie. Statistiquement parlant, ce sont les femmes qui vont écoper. Ce sont elles qui ont les carrières les plus fragmentées à cause du travail à temps partiel ou des interruptions pour s'occuper des enfants ou des parents malades. Oui, je vois le point. Fait que ce malus, il va pas inciter les gens à travailler plus longtemps. Il va simplement condamner à l'appauvrissement ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir un parcours professionnel linéaire et parfait. C'est un enjeu d'équité, effectivement, je vous le concède, mais il faut revenir au poids global sur le système de santé. Vous souvenez-vous de notre chiffre du début, Justy? Presque 600 000 malades de longue durée. Oui, le fameux 600 000. Là-dessus, le ministre de la Santé de cette coalition, Frank van den Broek, et rappelons que c'est un socialiste flamand et du Parti Vooruit, qui est la caution de gauche du gouvernement, il défend lui-même que cette hausse spectaculaire est en partie ce qu'il appelle un artefact statistique. Un artefact statistique? Vous trouvez ça normal qu'on utilise ce genre de vocabulaire clinique pour parler des gens? Mais la mécanique derrière ce terme est très logique. L'âge légal de la retraite a été relevé à 66 ans. Mécaniquement, des travailleurs vieillissants dont le corps est usé par des métiers difficiles à 64 ou 65 ans, ils ne peuvent plus prendre leur retraite. Exact. Ils n'en peuvent plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils basculent sur le système d'invalidité et de maladie en attendant leurs 66 ans. C'est ça qui gonfle les statistiques des malades de longue durée. Fait que l'objectif de la ZERA, c'est pas d'aller chasser des gens physiquement détruits, c'est de faire le tri pour activer ceux qui peuvent encore travailler. Écoutez, l'explication de Van den Broek explique peut-être la mécanique des chiffres dans un tableau, mais qualifier la souffrance physique et l'usure de travailleurs vieillissants d'artefacts statistiques, c'est le summum de la déconnexion technocratique. C'est peut-être maladroit, mais... C'est le genre de phrase qui prouve aux citoyens que leur gouvernement préfère lire des tableurs Excel au lieu de regarder la réalité de la société. Il y a peut-être un déficit d'empathie dans la communication, je vous l'accorde sans problème. Mais il faut élargir la focale. Au-delà des pensions et du chômage, il y a toute la question de l'État régalien. Est-ce que cet État belge est encore capable de se moderniser? Moi, je soutiens que oui. Malgré toutes les secousses sociales, la vision de l'Arizona s'impose là où ça compte vraiment. Ah oui? Donnez-moi un seul exemple de cette soi-disant modernisation. Mais prenons le plan national de sécurité 2026-2029. Sous l'impulsion conjointe des ministères de la Justice et de l'Intérieur, le gouvernement est en train de déployer une refonte massive de l'appareil policier. C'est-à-dire? Il prévoit de fusionner 176 petites zones de police locales pour en faire une soixantaine de grandes zones intégrées. Ça, c'est la preuve que l'État fédéral est capable de surmonter les petites querelles de clochers pour se moderniser, notamment face aux menaces immenses de la criminalité organisée et de la cybercriminalité. C'est une restructuration administrative, tu sais. Et politiquement, ça résonne très bien. Les sondages du printemps 2026 sont clairs là-dessus. Le premier ministre de Wever et sa formation, la NVA, dominent toujours très largement en Flandre avec 26,3 % des intentions de vote. Son mandat de fermeté, de rigueur budgétaire, mais il est validé par la majorité linguistique du pays. Que ça résonne en Flandre, ça, je n'en doute pas. C'est un argument pertinent sur l'efficacité perçue au nord, mais est-ce que vous avez pris le temps de considérer que cette domination flamande masque en réalité une bipolarisation qui est complètement mortelle pour le pays? Comment ça? Le fédéralisme belge, un peu comme le fédéralisme canadien d'ailleurs, ça peut pas fonctionner si les différentes régions vivent dans des univers politiques parallèles. C'est le propre d'une fédération d'avoir des dynamiques régionales différentes, on le sait très bien. Différentes, oui, mais diamétralement opposées, non. De Wever séduit le Nord avec un logiciel très sécuritaire et d'austérité. Mais quand vous passez la frontière linguistique, au sud, en Wallonie, c'est le Parti socialiste qui domine, avec 25,5 %. Les équilibres habituels, quoi. Et le véritable séisme, c'est dans la capitale, à Bruxelles. Le rejet de l'austérité urbaine est tellement viscéral qu'il propulse la gauche radicale, le PTB, en tête des intentions de vote autour de 18 %. La figure de Raoul Edebao, le leader du PTB, rivalise de popularité avec le premier ministre. On n'est plus du tout dans un clivage gauche-droite normal. C'est une fracture existentielle.
Une fracture, oui, c'est évident, mais tu sais, c'est exactement le travail d'une coalition de gérer ces divergences-là et de trouver des compromis. Sauf qu'il n'y arrive plus. Le fédéralisme de coopération est au point mort. C'est tellement dysfonctionnel qu'il a fallu 613 jours de blocage post-électoral juste pour réussir à former un gouvernement régional à Bruxelles. C'était une impasse historique, on en convient. Pendant 2 ans, la capitale de l'Europe a été gérée en affaires courantes. Toute synergie entre le fédéral et le régional était impossible. Et cette incapacité chronique à gouverner se reflète magnifiquement dans leur déni de réalité sur des dossiers hautement stratégiques, comme l'énergie. Bon, l'énergie, c'est un casse-tête pour toute l'Europe en ce moment. On ne peut pas blâmer uniquement la Belgique pour ça. Tu sais, la guerre en Ukraine, la transition énergétique, ça met tous les gouvernements sous pression. Absolument! Le contexte global est super difficile. Mais regardez comment la coalition Arizona gère spécifiquement ce dossier-là. Ils vendent à la population le retour au nucléaire comme si c'était une solution magique. C'est une piste sérieuse pour l'autonomie énergétique. Ils annoncent la main sur le cœur des négociations pour prolonger de 20 ans les vieux réacteurs et maintenir une capacité de 8 gigawatts. Mais c'est un conte de fées industriel complet. Pourquoi vous dites que c'est un conte de fées? L'exploitant nucléaire gère très bien ce type de prolongation ailleurs dans le monde. Pendant ces conditions-là, le PDG d'Engie, l'entreprise qui opère les centrales, a dû sortir publiquement pour torpiller le projet de son propre gouvernement. Ouais, ça c'est un coup dur. Il a qualifié cette volonté d'extension des vieux réacteurs de pas sérieuse. Techniquement, relancer ou prolonger des réacteurs aussi vieux, ça demande des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes et des décennies de planification. On claque pas des doigts. C'est vrai que les délais sont serrés. Et pendant que le gouvernement s'accroche à cette chimère pour rassurer son électorat, la réalité physique s'est imposée. Le réacteur d'OL1 vient d'être définitivement fermé pour vétusté en février 2026. C'est ça le vrai visage de la Belgique aujourd'hui. Une paralysie institutionnelle couplée à un déni total de la réalité industrielle. Écoutez, je vous entends sur l'énergie. Il est très clair que l'exécution de la vision gouvernementale se bute à des murs de briques, que ce soit des blocages politiques massifs avec les régions, des maladresses juridiques évidentes comme sur la fameuse taxe sur la musique classique ou ce paysage énergétique hyper complexe. On est d'accord là-dessus. Mais si je dois faire la synthèse de ma position à ce stade de l'analyse, je dirais ceci. La coalition Arizona a un mérite qui est indéniable, malgré ses frictions éternes, malgré son impopularité évidente auprès d'une partie de la population, elle affronte de face des vérités mathématiques et démographiques que l'État belge n'a plus le luxe d'ignorer. Ouais, mais les mathématiques ne devraient pas dicter la destruction d'une société. C'est vrai, mais on ne peut pas faire abstraction du mur de la dette imposé par l'Union européenne. On ne peut pas ignorer le coût qui est littéralement prohibitif de l'absentéisme et de l'invalidité, ni fermer les yeux sur la viabilité financière de notre système de retraite pour les générations futures. Oui, la thérapie de choc est violente, c'est incontestable, mais reculer aujourd'hui, ça signifierait demander à la population des sacrifices encore plus dévastateurs dans seulement 2 ou 3 ans. Et ce, juste pour être capable de payer les intérêts aux banques, comme le premier ministre l'a rappelé à juste titre. Eh bien, pour résumer ma propre perspective à la lumière de notre discussion, j'insisterai sur le fait que cette obsession purement comptable a un coût humain que les tableurs ignorent, en voulant imposer une flexibilité à tout prix et en étant complètement déconnecté de la réalité sociale et de la faisabilité industrielle sur le terrain, le gouvernement de Weaver a échoué. Vous trouvez le mot « échec » approprié à ce stade? Oui, parce que ce qui devait être au départ une grande coalition réformatrice s'est transformé en un simple comité de gestion de crise permanente. Fait que vous pensez que la cassure est définitive? Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes, sincèrement. Le gouvernement a réussi l'exploit rarissime d'unifier l'entièreté du front syndical contre lui, tout en alimentant les extrêmes politiques de part et d'autre de la frontière linguistique, détruire le tissu de solidarité locale, comme avec l'asphyxie financière des CPA, c'est pas un gain d'efficience, c'est l'amorce d'une explosion sociale majeure. Ouais. On s'entend en tout cas pour dire que les jours et les semaines à venir vont être absolument déterminants pour l'avenir du pays. Tous les yeux sont rivés sur les résultats très attendus du fameux comité de monitoring budgétaire. Ils vont devoir expliquer par quel miracle l'État compte combler ce trou imprévu de 3 à 4 milliards d'euros.
Et ces résultats budgétaires-là vont atterrir exactement en même temps que les impacts physiques de la grève générale. Parce que le blocage du pays prévu par les syndicats le 12 mai, il ne sera pas virtuel, lui. Non, ça c'est clair. C'est deux éléments qui s'entrechoquent, tu sais. La rigueur froide des chiffres européens d'un côté et la colère incandescente de la rue de l'autre, ça va constituer le crash test ultime. On va savoir si l'État belge, dans sa forme institutionnelle actuelle, est encore viable. C'est fascinant, puis en même temps, assez vertigineux à observer. On rappelle bien sûr à nos auditeurs que les documents sources sur lesquels nous avons basé cette analyse regorgent de données chiffrées très détaillées. Il y a des analyses par secteur et plein de pistes supplémentaires. Tout à fait. On vous encourage fortement à aller les explorer pour tirer vos propres conclusions sur la trajectoire complexe de la Belgique. C'est un dossier super dense. Il mérite vraiment qu'on s'y plonge à tête reposée, au-delà des postures idéologiques. Exactement. En fin de compte, pour boucler avec notre image du tout début, le patient belge est bel et bien toujours sur la table d'opération. La lumière crue des institutions européennes est braquée sur lui, puis la pression de la rue fait trembler les murs de la salle d'opération. La thérapie de choc suit son cours, avec tous les risques que ça comporte. Et on attend de voir la suite. La grande question, celle à laquelle personne n'a encore la réponse aujourd'hui, c'est de savoir dans quel état se réveillera le corps politique une fois l'anesthésie dissipée. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Imaginez une grève nationale d'une telle ampleur qu'elle paralyse presque entièrement l'économie d'un pays. Oui, un arrêt total. Exact. L'aéroport principal annule la moitié de ses vols, les garderies ferment, les tunnels de la capitale sont littéralement barricadés par les autorités. La consigne générale, c'est carrément de rester chez soi. C'est ça. Mais au milieu de tout ce chaos-là, la Société nationale des chemins de fer maintient ses trains en circulation. Mieux encore, elle affrète des trains spéciaux complètement gratuits. Wow! Oui, avec pour unique mission de transporter des dizaines de milliers de manifestants en colère directement vers les barricades. C'est fou! C'est un scénario qui semble surréaliste, mais c'est exactement la réalité de la Belgique en ce mardi 12 mai 2026. C'est vraiment un pays entier qui tourne au ralenti. On parle d'entre 80 000 et 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles en ce moment. C'est massif. Vraiment. C'est une mobilisation sociale d'une envergure qu'on voit très, très rarement. Pour donner une idée à notre auditoire nord-américain, en termes de proportion par rapport à la population, ça rappelle pas mal l'intensité du printemps érable au Québec en 2012. Ah ouais, la fameuse grève étudiante. Fait que notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie de cette paralysie-là. On a devant nous une montagne de documents à analyser. Ouais, on a fait nos devoirs. Des tracts du Front commun syndical belge, des mémos juridiques super détaillés qui proviennent d'agences en ressources humaines comme Liantis et Acerton. Exactement. On a aussi des rapports sur le chaos dans les transports, puis bien sûr les textes législatifs du gouvernement en place, ce qu'on appelle là-bas la coalition Arizona. Un nom de coalition assez particulier d'ailleurs. Vraiment. Fait que le but de notre exploration dans ces sources, c'est de comprendre pourquoi la cocotte minute a explosé aujourd'hui, de décortiquer les revendications, puis de voir ce que ça signifie pour l'avenir. Puis avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut faire une mise au point importante pour les gens qui nous écoutent. Absolument. Les sources qu'on utilise sont par définition très chargées politiquement. Notre rôle ici, c'est absolument pas de prendre parti. Non, pas du tout. On va observer de façon objective la froide réalité mathématique du vieillissement de la population qui pousse le gouvernement à imposer une rigueur budgétaire. D'un côté. Oui, puis d'un autre côté, on va examiner avec la même objectivité la réalité humaine, la défense de la dignité puis du pouvoir d'achat porté par les syndicats. On regarde vraiment les deux côtés de la médaille. Bon, décortiquons un peu tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à rassembler 100 000 personnes un mardi matin? Je veux dire, ce fameux Front commun, c'est qui au juste? Le Front commun, c'est l'alliance exceptionnelle des trois grandes familles syndicales du pays. Des groupes qui ont historiquement des visions politiques super différentes. OK, genre qui? On a la FGBT, qui est d'origine socialiste, puis la CSC, le syndicat chrétien. Ce sont ces deux-là qui sont vraiment le moteur de l'affrontement, puis qui appellent au blocage physique. D'accord, puis la troisième? Ensuite, il y a le CSGSLB, qui est de tendance libérale. Eux, c'est particulier. Ils partagent le constat d'urgence, puis les revendications de fond, mais ils refusent d'appeler formellement à la grève ou au blocage. Ah, intéressant. Ouais.
Ils laissent à leurs membres le choix des armes si on veut. C'est quand même fascinant de voir qu'un syndicat libéral s'associe au mouvement sur le fond, même s'il est mal à l'aise avec la forme. Ça montre que le mécontentement traverse tout le spectre idéologique. Mais il y a la question du calendrier. Pourquoi avoir choisi le 12 mai précisément? Ah, ça c'est crucial, parce que demain, le 13 mai, le Parlement belge doit voter une loi fondamentale. Le chronomètre est en train de s'arrêter, littéralement. Fait que c'est une course contre la menthe. Exact. La rue, en ce moment même, elle tente de s'inviter dans l'enceinte parlementaire pour forcer la main des députés juste avant le vote final. L'ultime rapport de force, quoi. Puis la loi qui doit être votée demain, c'est le projet du ministre Jean Jambon sur la réforme des pensions. C'est ça. Si on regarde l'argumentaire du gouvernement dans nos documents, c'est basé sur un constat qui est purement démographique. Le fameux mur démographique. Écoute, le système de retraite belge, comme beaucoup de systèmes occidentaux d'ailleurs, fonctionne par répartition. Ce qui veut dire... En gros, les travailleurs actifs d'aujourd'hui payent directement pour les retraités d'aujourd'hui. Sauf que l'espérance de vie s'allonge, Oui. la génération des baby-boomers est à la retraite, puis le ratio entre ceux qui cotisent puis ceux qui reçoivent est en train de basculer dangereusement. L'argument de la coalition Arizona, c'est que si on n'oblige pas les gens à rester plus longtemps sur le marché du travail, tout le filet social va faire faillite. Mathématiquement, ça s'explique. Mais obliger les gens à travailler plus longtemps, en politique, ça prend souvent la forme de la carotte ou du bâton. Puis là, le gouvernement a sorti un outil législatif majeur qu'on appelle le malus-pension. Comment ça marche concrètement? C'est une pénalité financière, puis elle est définitive. Le gouvernement a instauré une condition d'accès. Pour partir à la retraite de façon anticipée sans être pénalisé, il faut prouver qu'on a travaillé pendant 35 ans. 35 ans, OK. Puis pas n'importe comment. Il faut justifier d'au moins 156 jours de travail effectif pour chacune de ces 35 années-là. Attends. Puis si on n'atteint pas ce seuil-là, disons quelqu'un décide de partir quand même parce qu'il n'en peut plus physiquement. La sanction tombe, c'est calculé selon l'année de naissance. Pour les gens nés avant 1973, c'est une réduction de 3 % de leur pension par année d'anticipation. Ouch! Oui. Puis pour ceux nés en 1973 et 1974, c'est 4 %. Puis pour tous ceux nés à partir de 1975, c'est une coupe de 5 % par année. Sérieux, c'est un peu comme si on changeait les règles de qualification à la fin d'un marathon alors que les coureurs sont déjà complètement épuisés puis qu'ils voient la ligne d'arrivée. C'est exactement l'image. On leur dit, vous pouvez vous arrêter maintenant si vous voulez, mais on va amputer votre médaille de 5 % pour chaque kilomètre que vous refusez de courir en plus. C'est extrêmement punitif. Surtout que le gouvernement a aussi introduit un bonus, non, pour récompenser ceux qui restent. Ce qui est fascinant ici, c'est la réception de ce bonus-là. Le texte de loi prévoit effectivement un nouveau bonus pension pour ceux qui acceptent de travailler au-delà de l'âge légal. L'idée, c'est d'encourager le prolongement de la carrière. OK. Mais quand on lit les tracts syndicaux qu'on analyse aujourd'hui, ce bonus est perçu comme une véritable insulte. Une insulte? Voyons donc. Donner de l'argent en plus, c'est censé calmer le jeu, non? Non, parce que des syndicats font valoir que ce bonus est fondamentalement inégalitaire. Tu sais, qui est capable de travailler jusqu'à 67, 68 ou même 69 ans? Oui, pas grand monde. Généralement, ce sont des professionnels qui ont des emplois de bureau, des cadres, des gens dont le corps n'est pas brisé par 40 ans de travail à la chaîne. Ou de manutention, ou dans le milieu des soins de santé. Exactement. Le Front commun estime que l'État va distribuer un bonus à ceux qui ont déjà des carrières privilégiées, tout en sanctionnant ceux qui sont usés prématurément par des métiers super pénibles. Ces pénalisent donc directement les parcours de vie qui sont pas des belles lignes droites. Il y a un chiffre dans les sources qui m'a vraiment fait bondir à ce sujet. C'est l'impact sur les femmes. Les projections elles sont redoutables, c'est le mot. 8 personnes sur 10 qui parviendront pas à accumuler les 35 années de carrière requises, avec le fameux quota de 156 jours par an, ce sont des femmes. 8 sur 10. C'est énorme. Oui. Puis tout ça à cause du temps partiel imposé, des congés de maternité, des interruptions pour s'occuper des parents âgés. Ces années-là, elles comptent pas assez dans le calcul du gouvernement. C'est tout le problème. Ces interruptions créent ce qu'on appelle des carrières hachées. Il y a une analyse indépendante citée par les syndicats qui prévoit que ce malus va faire grimper le risque de pauvreté chez les nouvelles pensionnées de 5,9 % à 6,3 %. C'est vraiment troublant. Fait que d'un côté, on a l'État qui regarde les colonnes Excel de la dette publique puis qui alerte sur l'effondrement futur du système. Ouais. Mais de l'autre, les syndicats refusent que l'équilibre financier se fasse sur le dos des populations qui sont déjà précarisées.
C'est un choc frontal, tu sais, entre la comptabilité nationale puis la réalité sociale. Puis on pourrait penser que l'enjeu se limite juste à la fin de carrière, à ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans. Mais la colère dans les rues, elle vient aussi d'une angoisse immédiate. Le portefeuille actuel, oui. Exact, la capacité de payer l'épicerie la semaine prochaine. L'autre grand pilier de cette grève, c'est l'inflation post-2024 puis la crise énergétique qui s'éternise. Puis là, on touche à un concept purement belge, l'indexation automatique des salaires. Oui. Pour expliquer ça rapidement à ceux de notre auditoire qui ne connaissent pas, la Belgique a ce mécanisme unique où, quand le coût de la vie augmente d'un certain pourcentage, les salaires puis les allocations augmentent automatiquement du même pourcentage. C'est très rare. C'est un bouclier direct contre l'inflation. Un bouclier très puissant pour les travailleurs, c'est sûr, mais c'est un cauchemar de compétitivité pour les employeurs, surtout quand les pays voisins n'ont pas ce système-là. Les entreprises belges voient leurs coûts salariaux exploser. Fait que la coalition Arizona a décidé d'intervenir en proposant ce qu'ils appellent un saut d'index light. Un saut d'index light? C'est drôle, ça sonne vraiment comme un régime diététique. C'est quoi la mécanique derrière ça, concrètement? L'idée du gouvernement, c'est de plafonner cette garantie d'augmentation. Concrètement, l'indexation complète s'appliquerait juste sur les tranches de salaire allant jusqu'à 4 000 € bruts par mois. OK. Puis jusqu'à 2 000 € pour les allocations sociales. Tout revenu qui dépasse ce plafond-là ne serait plus compensé face à l'inflation. OK, fait que c'est un peu comme être sur un tapis roulant au gym. Ouais, bonne image. Le tapis, c'est l'inflation. Il accélère sans arrêt. L'indexation, c'est la permission du gouvernement de courir plus vite pour rester en place. Ouais. Mais avec ce plafonnement, on te dit, OK, tes jambes n'ont plus droit de courir qu'à 10 km/h maximum, même si le tapis roule à 12. C'est ça. Inévitablement, tu finis par reculer. Ouais. Ton pouvoir d'achat diminue. L'analogie est très juste. Puis pour les syndicats, franchir cette ligne-là, c'est s'attaquer à la fondation même de leur modèle social. Ils considèrent ça comme un vol pur et simple sur le salaire différé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que là où les documents syndicaux surprennent, c'est qu'ils ne se contentent pas de dire non, on ne veut pas payer. Ils font un pivot complet vers la philosophie fiscale du pays. Oui, ils amènent des alternatives. Exact. Ils soulèvent une énorme question. Si l'État cherche désespérément de l'argent, pourquoi il vient chercher dans les poches des travailleurs plutôt qu'ailleurs? Le Front commun a construit tout un argumentaire sur la répartition de la richesse. Ils mettent deux gros chiffres en contraste avec le déficit public. D'abord, ils pointent du doigt 52 milliards d'euros d'aide. 52 milliards! Ouais, des réductions de cotisations puis des subsides divers accordés annuellement aux entreprises. Selon eux, ces cadeaux fiscaux-là produisent pas assez de création d'emplois pour justifier des sommes pareilles. C'est des montants faramineux. Puis, c'est quoi l'autre chiffre un peu? 34 milliards d'euros budgétisés pour l'armement puis les dépenses militaires. Ah, d'accord. Les syndicats dénoncent un choix de société. Tu sais, on trouve des milliards pour des avions de chasse, mais on coupe dans les pensions. Leur revendication centrale pour combler le trou budgétaire, c'est d'instaurer un impôt sur la grande fortune puis une vraie taxation des revenus du capital. L'idée que les travailleurs ont fait leur part puis que c'est maintenant au capital de renflouer les caisses, on voit bien comment ce cocktail-là, pension coupée, pouvoir d'achat plafonné, refus de taxer les plus riches, ça crée la tempête parfaite, là. Vraiment. Mais ce qui marque vraiment avec ce 12 mai, c'est qu'on a dépassé le cadre traditionnel de l'usine ou de la fonction publique. Le mouvement a fait tache d'huile partout. La contagion à la société civile est vraiment remarquable. On retrouve dans les cortèges des secteurs qu'on n'associe pas toujours aux grèves dures. Le secteur de la santé, qui est évidemment épuisé, mais aussi le milieu culturel. Il y a une présence massive du secteur non marchand puis des ONG. Ouais, j'ai vu passer le nom du CNCD 1111, la grande coupole des ONG de développement. Pourquoi ils sont dans la rue avec les syndicats métallurgistes, eux? Parce que la coalition Arizona a décidé de couper 25 % du budget de l'aide internationale au développement. Ouf, un quart du budget. Un carreau amputé d'un coup. Pour le monde de la solidarité, c'est un repli sur soi inacceptable qui justifie une alliance directe avec les syndicats. Et aussi le secteur de l'enseignement qui s'est mobilisé de manière très créative. Ah oui? Ouais. Ils ont même inventé une mascotte pour la grève. Un petit personnage nommé Minimus. Minimus. Ça représente quoi, ça? Le citoyen écrasé par les réformes. C'est en plein ça. C'est l'incarnation de la résistance des travailleurs de première ligne face à une austérité qui les dépasse. Une figure symbolique qui
qui donne un visage humain à des concepts budgétaires très abstraits. Puis physiquement, ça donne quoi sur le terrain? Parce que les rapports sur la mobilité urbaine qu'on a épluchés brossent le portrait d'un chaos logistique total. Tu sais, le cortège part de la gare du Nord à 10h30, traverse tout Bruxelles pour arriver à la gare du Midi vers 14h. Comment un pays gère ça? Prenons l'aviation, par exemple. Brussels Airport. La situation à l'aéroport illustre super bien la paralysie. L'aéroport a dû annuler préventivement la moitié de tous ses vols de la journée. La moitié? On parle de 325 vols cloués au sol, oui. Mais attends, est-ce parce que les contrôleurs aériens sont en grève? Même pas besoin de ça. C'est l'effet domino. Ce sont les bagagistes, puis surtout le personnel de sécurité privée au portique qui font grève. Sans eux, c'est impossible de garantir le filtrage des passagers. L'aéroport est techniquement inopérant. D'ailleurs, ça se rajoute à un autre conflit complètement surréaliste dans le secteur aérien qui implique les pilotes. Ah oui, le fameux paradoxe européen des pilotes. Ça, c'est une situation qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est le serpent qui se mord la queue au niveau législatif. C'est un véritable casse-tête juridique. Écoute bien. D'un côté, l'Union européenne impose une limite stricte. Pour des raisons de sécurité liées à l'âge, un pilote de ligne n'a plus le droit de piloter un avion commercial après 65 ans. La réglementation est implacable. Exact. OK. Donc, à 65 ans, interdiction légale de travailler pour un pilote. Mais de l'autre côté, la réforme belge dit quoi? La loi belge, de son côté, elle s'apprête à repousser l'âge légal de la pension complète. Résultat, des pilotes se retrouvent coincés. La loi européenne leur interdit de travailler, mais la loi belge leur dit qu'ils n'ont pas encore travaillé assez longtemps pour toucher leur retraite pleine. Wow! Ils tombent dans un vide juridique puis financier total. C'est complètement fou. Tu sais, l'État te dit si tu travailles pas, on te pénalise, puis l'Europe te dit si tu travailles, on te retire ta licence. C'est absurde. C'est l'exemple parfait de la technocratie qui parle le contact avec la réalité du plancher. Puis pour revenir au plancher, justement, les transports en commun à l'intérieur du pays ressemblent à quoi en ce moment? C'est la paralysie presque généralisée. À Bruxelles, la société de transport, la STIB, tente de maintenir un service minimum. Il se concentre uniquement sur les lignes de métro 1 et 5. Pourquoi celle-là? La raison est vitale. Ces lignes desservent les plus grands hôpitaux de la capitale. En dehors de ça, les réseaux de bus flamands, de Lagne, puis Wallon-Le Tech sont lourdement perturbés. Ce qui nous ramène à ce paradoxe dont on parlait au tout début. Tout est fermé, les tunnels routiers sont bloqués, les poubelles s'entassent parce que les éboueurs sont en grève, mais la SNCB, les chemins de fer, continuent de rouler. Pourquoi est-ce que les cheminots, qui sont traditionnellement très syndiqués, feraient rouler les trains un jour de grève générale? C'est purement une stratégie de mobilisation. La SNCB devient l'infrastructure de la contestation. Ah! Les trains ne roulent pas pour emmener les banquiers au bureau. Ils roulent pour acheminer les manifestants via des trains totalement gratuits depuis la Wallonie ou la Flandre, directement au cœur de la manifestation à Bruxelles. Le train de la grève financé par les syndicats. Mais avec tous ces blocages-là, je me mets à la place de la personne qui, elle, veut juste aller travailler. Peut-être qu'elle n'a pas les moyens de faire la grève. En lisant les rapports des firmes RH comme Liantis et Acerta, je me suis demandé comment le droit du travail gère une journée comme ça. Cela soulève une question importante. Le cadre légal est très rigide. Commençons par le gréviste. S'il participe au mouvement, son contrat de travail est techniquement suspendu pour la journée. L'employeur lui verse aucun salaire. Donc, une perte de revenus sèche pour défendre le pouvoir d'achat. C'est quand même ironique. Ouais, sauf que le filet de sécurité syndicale s'active. Les affiliés reçoivent une indemnité de grève versée par leur syndicat. Puis un détail fascinant qui montre qu'on est bien en 2026, l'inscription au piquet de grève puis le versement de ces indemnités-là se font de plus en plus via des outils numériques. Genre une application? Oui, comme l'application It's Me. It's Me? C'est quoi ça, l'équivalent d'un service d'identification numérique certifié par les banques ou le gouvernement là-bas? Un peu comme quand on utilise nos excès bancaires pour se connecter à l'AR sur Canada. C'est exactement ça. Fait que les syndicats gèrent la grève avec une application ultra sécurisée depuis un téléphone intelligent. Le moyen d'action est historique, mais la logistique est très contemporaine. Totalement. Maintenant, du côté des employeurs, la loi est stricte. Il y a une interdiction absolue d'engager des travailleurs intérimaires pour remplacer le personnel en grève. Le bris de grève par sous-traitance d'un jour, c'est illégal. D'accord, mais quitte du travailleur qui se lève à 6 heures du matin, qui veut aller à son usine, mais qui se retrouve bloqué parce que son train est annulé à cause des travaux, disons sur la ligne Dinan-Libramont, ou parce qu'il est coincé dans un embouteillage monstre. Est-ce qu'il perd sa journée de salaire, lui aussi? La nuance juridique se joue sur la notion d'effort.
Si ce travailleur non gréviste peut démontrer à son employeur qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour se rendre au travail, Comme quoi, par exemple? par exemple en partant beaucoup plus tôt ou en cherchant des alternatives de covoiturage sachant que la grève était annoncée. S'il prouve ça, il a droit au salaire garanti. L'employeur doit le payer, même s'il arrive très en retard ou n'arrive pas du tout, car c'est considéré comme un cas de force majeure. Ah, ça, c'est une protection super intéressante. Oui, mais attention, au cas de figure où il réussit à arriver devant son entreprise, mais que les grilles sont bloquées par un piquet de grève. S'il peut pas rentrer, ben, Voilà. Si ses collègues l'empêchent physiquement d'entrer, la règle change. Comme le travail n'a pas pu être fourni, dans la grande majorité des cas, l'employeur n'est pas tenu de le payer. Il devient, une victime collatérale du conflit. ouais, se faire bloquer par ses propres collègues puis perdre son salaire, c'est le genre de situation qui doit créer des tensions énormes sur le plancher par la suite. On comprend vite que la seule échappatoire pour le monde des bureaux, c'est le télétravail massif. Le télétravail est le grand amortisseur économique de ces journées-là. C'est ce qui évite un arrêt total du PIB. Mais ça crée aussi une fracture de plus en plus visible entre les cols blancs qui continuent de gagner leur vie depuis leur salon, puis les travailleurs essentiels, les cols bleus, l'industrie, le soin, qui, eux, doivent physiquement s'affronter dans les rues. Tellement vrai. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond, hein? Si on prend du recul sur cette mer d'informations-là, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce 12 mai 2026? En synthétisant l'ensemble de ces documents, on réalise que cette grève, c'est pas qu'un simple conflit social de routine, c'est la manifestation d'une crise profonde du contrat social belge. Ouais, deux visions qui s'affrontent. Exact. Le gouvernement Arizona justifie ses coupes par la peur d'une faillite démographique, tandis que les travailleurs, eux, ont l'impression qu'on leur demande de payer seuls l'addition des crises mondiales. Le vote de demain, le 13 mai, va déterminer si le gouvernement passe en force ou s'il dilue son projet de malus puis de saut d'index. Puis s'il passe en force? La menace est claire dans les tracts. Si la loi passe telle quelle, le Front commun a déjà coché la date du 14 juin pour une nouvelle escalade. Le message est passé. Puis tu sais, même si on est à des milliers de kilomètres de Bruxelles, je trouve que cette histoire-là résonne profondément. Parce que ce mur démographique, ce vieillissement de la population couplé à une inflation tenace, c'est une équation que presque toutes les démocraties occidentales vont devoir résoudre d'une façon ou d'une autre dans les 10 prochaines années. Le débat entre couper dans les droits sociaux ou taxer la richesse, ça fait commencer mondialement. C'est clair. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, un peu en dehors des textes législatifs qu'on vient d'analyser. On est en 2026. On a des outils numériques pour tout faire. Les pétitions virtuelles amassent des millions de signatures en quelques heures. L'indemnité de grève se règle par application sur un téléphone. Puis l'économie du savoir est en télétravail. C'est un monde connecté. Exact. Puis pourtant, malgré toute cette virtualisation de notre société, pour faire plier une machine étatique puis empêcher le passage d'une loi impopulaire, le seul véritable recours reste de mettre des corps physiques dans la rue. C'est le vrai rapport de force. C'est fascinant de constater que le blocage d'un aéroport ou l'occupation d'une grande artère urbaine, des tactiques héritées des luttes ouvrières du siècle dernier, ça demeure l'ultime moyen de pression. Les algorithmes n'ont pas encore trouvé le moyen de remplacer la puissance brute d'une foule en colère. De quoi y repenser la prochaine fois qu'un gouvernement annonce une réforme majeure? Très bien dit. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi et merci à tous les gens qui nous écoutent de nous avoir suivis dans cette analyse en profondeur. On se retrouve bientôt pour plonger dans un nouveau dossier. All missiles enabled. -30. Get me wing command post on your direct line. That's not the correct procedure, Captain. SAC? Try SAC headquarters on the HF. That's not the correct procedure. Screw the procedure. I want somebody on the goddamn phone before I kill 20 million people. T-20. I got nothing here. They might have been knocked out already. Right. On my mark, rotate launch keys to launch. Roger, ready to go launch. 14, 13, 12, 11. 7, 6, 5. Sir, we have a launch order. 3. Put your hand on the keys, 2, sir. 1. Launch.